Je suis aussi fils unique et j'ai toujours eu un lien très rapproché, très intense avec mes parents. On a toujours fait tout ensemble. Mon meilleur ami, on jouait à Need for Speed et tous ces jeux-là. Et un jour, il me parle de la bourse. On avait 18 ans, hein, très jeune. Et moi, j'ai rien compris. L'investissement, c'est pas fait exclusivement pour les personnes qui sont expertes, qui ont étudié à Harvard, qui sont à Wall Street. Non, c'est vraiment donné à tout le monde. Nous tous, t'es nés dans cette culture aussi où échouer c'est mal, c'est pas bien. Et donc, qui t'étais avant en fait? Hello Umberto, merci à toi d'être venu aujourd'hui. C'est un plaisir, Edouane. Merci à toi. Je vais commencer comme ça. Comment tu pourrais te présenter? Comment tu aurais envie de te présenter? Alors, moi c'est Umberto, donc j'ai 34 ans. Je suis quelqu'un de, on va dire, très passionné par ce que je fais. Et j'ai toujours été passionné par ce que je faisais. Et ça depuis le début, pas seulement de par mon activité actuelle, mais aussi à chaque fois que j'entreprenais quelque chose. Et qu'est-ce même que tu as entrepris alors plus du coup? petit. Il y avait plein de choses quand je jouais au tennis quand j'étais petit, j'aimais bien le tennis, donc je me mettais à fond dedans. J'ai toujours été à 1000% dans ce que je faisais. Donc au fur et à mesure des années, quand j'ai pris des autres parcours, des autres chemins, ben, j'ai toujours été aussi dans cette optique de donner le 1000% de ce que je faisais, parce que je me dis, si je choisis quelque chose, une voie, ben, c'est important de pouvoir me donner les moyens. Et avant de dire que j'échoue, ben, au moins je ne pourrais pas dire que j'ai tout jeté derrière moi, mais que j'ai pu donner le 1000%, et je ne dis pas le 100%, mais le 1000%, parce que pour moi, le 100% c'est bien, mais pour moi le 1000% c'est toujours le petit truc en plus que tu peux donner et qui peut faire la différence et qui fait que mais si tu donnes peut-être le 100%, tu vas peut-être échouer à un certain niveau, mais ensuite, si tu donnes le 1000%, tu vas peut-être avoir moins de possibilités d'échouer. Et c'est cette marche-là en plus qui va te faire avancer et qui m'a fait avancer dans tout ce que j'ai pu faire. Bien sûr, j'ai eu des échecs, mais voilà, en cours de route, tu comprends que certaines choses sont pas faites pour toi, tu changes d'avis, puis tu grandis, tu as d'autres attentes, tu as d'autres besoins, d'autres nécessités, et tu changes de route. Donc c'est formateur dans la vie, et voilà, on va de l'avant comme ça. Donc Ok, voilà. merci pour ta présentation. Et du coup, la question que je pose à toutes les personnes qui s'assoient sur ton siège, c'est pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que représente la détermination? Très bonne question. La détermination, de manière assez simple, je dirais, c'est principe selon lequel tu vas toujours donner euh, le plus. Comme je disais, hein, la différence entre les 100% et les 1000%, c'est vraiment te surpasser à chaque fois. En fait, tu as un objectif, tu sais que c'est ta raison de vie, c'est ta mission, et tu vas tout donner pour ça. Donc c'est ce qui va faire que malgré les échecs momentanés, mais tu vas toujours te relever et te dire, moi j'ai mon but dans la vie et je vais faire quoi que ce soit pour y arriver, bien sûr dans les limites du légal toujours, mais je vais faire quoi que ce soit pour y arriver. Et c'est pour ça que je parle de détermination dans le sens des 1000% et pas des 100%, parce que on va toujours essayer de se surpasser. Et pour moi, c'est ça vraiment la détermination qui t'amène à atteindre tes objectifs. Encore une fois, il y a des fois où tu vas peut-être modifier ta route parce que tu n'as plus les mêmes idées, les mêmes envies. Mais pour moi, c'est ça la détermination. Tu vas vraiment aller dans ta direction parce que tu as une vision, tu as une mission surtout, et tu vas aller vers ça, tu vas tendre vers ça coûte que coûte. Et justement, si on parle un peu de vision, de mission, c'est quoi hein, du coup ta passion aujourd'hui? Vers quoi tu veux te diriger? Alors moi j'ai plusieurs passions, comme je disais au tout début, bah, c'est niveau sportif, niveau même perso, c'est plutôt le tennis. Donc bah, voilà, je le pratique assez souvent et je suis vraiment passionné par ça. Niveau professionnel, ma mission, ça reste dans mon domaine de prédilection, qui est l'investissement en bourse. Donc ma mission de vie, c'est vraiment d'aider le plus de personnes possible à faire en sorte qu'elles puissent tirer leur épingle du jeu dans leur investissement. Et
de pouvoir démystifier aussi les investissements, parce qu'on pense toujours à investissement, comme, surtout dans mon domaine, comme quelque chose de hyper compliqué, parce que on voit des graphiques qui montent, qui baissent, des bougies vertes, des bougies rouges, et, euh, et ça peut faire peur, mais justement, c'est là que j'interviens. Et voilà, ma mission, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que l'investissement, c'est pas fait exclusivement pour les personnes qui sont expertes, qui ont étudié à Harvard, qui sont à Wall Street. Non, c'est vraiment donné à monsieur et madame tout le monde. Bien sûr, il faut toujours se donner les moyens et être impliqué dans chaque chose qu'on fait, mais euh, c'est ce que mes élèves me disent. Il y a un avant et un après l'accompagnement. Donc ce serait vraiment simplifier et entrer en bénéfice, évidemment. Voilà, c'est aussi un peu le but, j'imagine, vouloir comprendre la bourse, ça reste pour faire du bénéfice, parce que je vois mal la personne dire perdre de l'argent. Juste pour ma culture générale, ou bien juste j'ai envie de comprendre et puis ça s'arrête là. Non, c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose derrière de plus profond, de vouloir investir son argent de manière plus intelligente par rapport au support traditionnel, assurance vie, etc., etc. Et justement, où est-ce que tu vois le rapport par rapport à la détermination et l'investissement, toi qui es investisseur? En fait, pour moi, c'est extrêmement lié, le rapport entre la détermination et l'investissement. Tout simplement parce que, comme j'explique souvent à mes élèves, il ne faut pas avoir peur, c'est ce que je leur explique aussi, c'est que les pertes, il y en a. On a beau avoir la meilleure stratégie qu'on a, mais les pertes, elles arriveront quand même, ça c'est sûr. C'est comme dans la vie, hein, comme dans toute chose, on a toujours des pertes dans la vie. Mais avec la détermination, on peut essayer de voir au-delà des pertes. Parce que les pertes, c'est normal. Il ne faut pas avoir peur de la première, la deuxième, la troisième. Mais si on réduit les pertes au maximum et si on les minimise surtout, on a un faible pourcentage de pertes et le faible pourcentage en termes de, de pertes, on va dire, il est moindre. Par exemple, on perd 2% une fois, on perd 3% une deuxième fois, une troisième fois on perd 5%, ça reste contrôlé. Tandis que la quatrième fois, on va peut-être avoir un gain, mais un gain qui est de l'ordre de 10, 20, 30, 40, 50. Donc, c'est pas parce qu'on gagne le plus souvent en bourse que on va être gagnant sur le long terme. Et ça peut paraître contradictoire, parce que on peut se dire, oui, il faut gagner plus souvent qu'il faut perdre. Mais comme je disais, si on a plusieurs pertes, mais des petites pertes, c'est pas grave. L'important, c'est que quand on a notre grand gain, Ça il puisse compense le reste. effacer et même, voilà, même faire en sorte qu'on ait un gain plus conséquent, et c'est ce qui arrive. Parce que les pertes, des petites pertes, il y en a. C'est Super. ça le fait. Moi, ça me parle beaucoup parce que même si tu parles d'investissement, entre guillemets, on pourrait vraiment faire clairement le parallèle avec la vie ou avec l'entrepreneuriat, avec le sport. C'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est universel. On voit un compétiteur, par exemple, qui a envie de réussir. Bah, tennis, si tu aimes le tennis, on pourrait parler de tennis, même si je ne suis pas pratiquant moi-même. En tout cas, n'importe quel sport peut m'inspirer. J'imagine que quand on prépare un tournoi, on prépare une compétition, ben, il y a d'abord beaucoup de matchs, beaucoup de balles qu'on a ratées. On a raté, mais ce qui est important, ce n'est pas les balles ou les matchs qu'on a ratés avant, c'est de réussir le championnat. Et ça me fait un peu penser à ça. C'est pas grave de perdre X%, 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 tant que quand tu fais ton gain, bah, il soit plus conséquent que les petites pertes que tu as mis en place, quoi. C'est ça. Et surtout, agir selon une approche qu'on a validée en amont, une stratégie, et se dire que si on a des pertes avec la stratégie, c'est pas grave. C'est moins grave d'avoir des pertes selon une stratégie qu'on a mis en place, parce qu'on sait que sur le long terme, ça va payer, plutôt qu'à d'avoir un gain au feeling. C'est-à-dire, voilà, on a une chance sur deux de gagner. Oh, j'ai fait un gain, donc je suis le roi du pétrole, ça va marcher toujours pour moi. Et c'est ça, ce qui est vicieux, entre guillemets, c'est de gagner la première fois selon notre appréciation, selon notre feeling, et se dire que ça va toujours être comme ça. Ouais, non, Alors clairement, que ça me parle c'est beaucoup. clairement pas le cas. Donc c'est pour ça que je dis, on a des pertes de temps en temps, ça fait partie du jeu, de la stratégie. Tant qu'on agit selon un cadre qu'on a fixé au début, on peut se permettre d'avoir des pertes parce qu'on sait très bien, ça a été testé sur plusieurs dizaines, plusieurs décennies aussi, la stratégie, qu'elle fonctionne. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et c'est là que rentre en jeu le mindset dont on parlait. C'est hyper important parce que c'est vrai que quand on met en jeu son argent,
ben, quand on a une perte, deux pertes, trois pertes, même qu'elle est minime, hein, mais on nous a enseigné dès notre plus jeune âge d'éviter les pertes. Donc quand on commence à avoir des pertes, là on se dit, notre cerveau il commence à dire ah attention, je sais que depuis petit on m'a dit qu'il fallait pas perdre, là je commence à perdre même si c'est un petit peu, je vais peut-être me retirer. Et en fait quand je vais me retirer, C'est pire. ben, l'investissement d'après il aurait été payant, mais on s'est retiré trop tôt. Oui, Ça bien me- sûr. Ça me parle vraiment beaucoup. Je fais vraiment les parallèles avec la vie de tous les jours, avec l'entrepreneuriat surtout, parce qu'on est dans une culture où on peut pas parler, on peut ni parler qu'on a beaucoup d'ambition, sinon ouf, je suis, Ouais. voilà, on va dire que je suis une grande gueule, on va dire que voilà, je veux me montrer, et ni parler des échecs qu'on a eus. C'est dommage de rester là-dessus. Pour moi, c'est vraiment je sais plus, je crois que c'est Churchill qui disait ça, peut-être que je me trompe, mais qui disait l'idée c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son sourire. Mm. Je paraphrase peut-être, mais il me semble que c'est ça. Ça me fait vraiment penser à ça, ce que tu me dis ici. Et puis la bourse, ça me parle un petit peu parce que je fais moi-même et j'ai fait aussi ces erreurs-là au début, de gagner au feeling. Je pense à la société Byte, tu vois, les concurrents de Tesla. Ah ouais, J'ai mis ouais. de l'argent Oui, oui, sur ouais. Byte, j'ai gagné un petit peu et je connaissais rien. Je connaissais ni le bidda de Byte, ni rien du tout. J'ai juste mis comme ça et Comme ça a ça, doublé. J'ai mis au bon moment. Je me suis dit, ouais, chouette. Et je me suis un peu. j'ai compris le truc. J'ai compris le truc. Et puis après, voilà. Mais c'est bien parce que ces échecs apprennent clairement. Et donc, je fais vraiment le parallèle avec ça. C'est intéressant ce que tu me dis. Et donc, ben, aujourd'hui, tu as appris, tu as ta méthode, Mhm. mais comment c'est venu en fait? J'imagine que tu n'es pas né avec cette Non, bien méthode, sûr que non. tu n'es pas né avec cette façon de penser non plus, parce que comme nous tous, tu es né dans cette culture aussi où échouer c'est mal, c'est pas bien. Et donc, qui t'étais avant en fait? En fait, ça remonte à quelques années, hein, On était en quelle année? En 2018, donc j'ai commencé vraiment la bourse. Donc c'est bien avant, quand j'avais 20, ouais, 24, on va dire, allez, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en fait, j'étais journaliste automobile en Italie. Donc vraiment rien à Ok, voir ok. avec ici. Je vivais en Italie, j'ai vécu 11 ans là-bas. Et un ami, enfin une connaissance d'un ami, parle comme ça un jour, on était comme ça en train de manger une pizza avec cet ami-là, donc c'était un ami en commun, c'était Cliché pas vraiment mon italien. ami. Ouais, vraiment. C'était un samedi soir comme ça. Et il nous parle du marketing de réseau, en fait. Et il dit, voilà, il nous explique, moi je connaissais pas, moi j'étais dans mes voitures, c'était ma passion, enfin c'est toujours ma passion les voitures aussi. Euh, et il parle de ça, il dit, ah, je me suis mis dans une société qui vend des parfums, et donc si tu fais rentrer des gens et que ces personnes-là, elles gagnent, ben, tu gagnes des revenus passifs automatiquement. Et il me dit, ah, ça t'intéresserait de rentrer Je dis, bah, moi, écoute, moi, j'ai mon travail, j'aime bien, je suis bien comme ça. Il me dit, ouais, mais ça peut être intéressant. Et moi, comme je suis de nature assez curieuse, ben, je me dis, bah, pourquoi pas. Et il me présente le patron, le boss de cette société de marketing de réseau. Donc, on va chez lui dans son bureau, il nous explique le truc. Bon, j'adhère, ok, pour faire plaisir surtout à mon ami. Et ben, je commence à vendre un petit peu, mais c'est à mes proches comme ça, parce que moi je suis pas un vendeur, hein. Je suis, euh, je suis plutôt quelqu'un d'assez réservé à la base, donc ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi. Mais, il y a un mais, c'est que j'ai lié d'amitié avec le patron du marketing de réseau, de l'entreprise de marketing de réseau. Et en fait, tous les samedis matins, quand je travaillais pas, j'allais chez lui dans son bureau. Et il m'enseignait des choses hyper intéressantes, notamment l'entrepreneuriat, l'immobilier, des choses que vraiment moi, je ne Tu connaissais pas. connaissais pas quoi. Mes parents Hmm. sont pas dans ça. Donc, ben, je me suis dit, ben, on va l'écouter pour voir qu'est-ce qu'il a à me, à m'enseigner. Et il me dit, bah, écoute, moi je te conseillerais de lire un livre. Je dis, écoute, moi les livres, j'ai jamais aimé T'as lire pas ça. Non, envie. j'ai jamais aimé l'école, même si j'ai fait des études, j'ai fait l'université aussi, mais parce que enfin, je suis pas quelqu'un de manuel. Donc je me suis dit, si je suis pas manuel, je Il va dois faire falloir des faire quelque études. Il chose quoi. faut ou l'un ou Il faut l'autre. compenser. Ouais. Et donc, bah, il me dit,
ouais, mais écoute, c'est pas un livre comme les autres. Je dis, ouais, mais déjà 200, 300 pages, pour moi, c'est beaucoup. Parce que moi, on faisait lire des romans à l'école, fallait faire des... Même à l'université, il fallait faire des résumés, tout ça, pour les examens. Moi, je téléchargeais des résumés sur Wikipédia pour éviter de lire, Hmm. quand il n'y avait pas encore ChatGPT. Et il me dit, ouais, mais franchement, ça en vaut la peine. Et je lui dis, c'est quoi ce livre? Il me dit, c'est Père riche, Père pauvre. Hmm. Ça doit te parler aussi Ouais, ouais, bien sûr. de Kiyosaki. Et je dis, bon, ben on va se mettre à lire, hein, on va essayer du moins. Et franchement, ce livre-là, je l'ai lu en 3 jours maximum, tellement ça m'a plu. Et donc en fait, je me suis dit déjà une croyance limitante qui a été cassée, c'était que moi j'aimais pas lire à la base, mais en fait, c'était pas que j'aimais pas lire tout court, c'était que j'aimais pas lire les livres qu'on m'imposait et surtout les romans qui pour Ouais, moi, j'ai eu la même chose. Ouais, bon, c'était oui, ok, pour passer du temps, mais pour moi ça m'apprenait rien ces choses-là. ouais, je comprends. Moi, je suis devenu lecteur aussi à 27-28 ans, je crois, quand j'ai vraiment commencé à vraiment me former dans l'entrepreneuriat. Même chose que toi, j'ai eu un mentor qui va passer bientôt d'ailleurs ici. J'ai eu un Teasing. mentor qui m'a qui m'a voilà, poussé à lire des livres et c'était la même chose que toi. En fait, ce qui m'intéressait pas dans les lectures, ce qui m'intéresse toujours pas aujourd'hui, c'est de lire des romans et tout ça. Tu ne m'as pas à lire un roman, mais à lire un truc de marketing, quelque chose sur l'entrepreneuriat, sur le mindset, sur l'investissement. Là, je vais prendre le temps aussi Ouais, de lire le livre. En plus, maintenant, on a Audible, donc on n'a plus d'excuses. ouais, À c'est ça. l'époque, il n'y avait pas, mais maintenant, tu fais 1 heure de voiture, tu peux mettre Audible. Si au pire, tu n'aimes pas lire, application à conseiller Ouais. aussi. Et donc voilà, je me suis mis à lire ce livre-là. Après 3 jours, j'ai terminé. Et puis je retourne chez lui, je dis ouais mais ça a été une révélation ce livre. Il m'a dit t'as vu, j'avais raison. Et il m'a donné d'autres livres comme ça. En plus de ça, il me faisait des cours, on va dire, enfin des cours pour moi oui c'était des cours parce qu'il me parlait de ce qu'il faisait, des investissements. Donc pour moi ça avait de la valeur Et comment tu le vivais ça? inestimable. Tu vois, justement, quand tu dis que c'était une valeur inestimable, si on peut se mettre à ta place à ce moment-là, c'est quoi les révélations, c'est quoi les sensations, qu'est-ce qui se passe pour toi? Mais la révélation vraiment c'était le fait de pas de en fait pas de pas travailler mais de travailler dur au début et d'avoir des investissements passifs après qui Hmm. pouvaient te rapporter ad vitam aeternam, on va dire. Donc et c'est ça en fait, moi j'ai jamais eu cette chose-là de me dire oui je vais faire travailler des actifs pour moi qui me rapportent de l'argent, que je dorme ou pas. Non, pour moi ben, comme 90% des gens, tu travailles, tu as de l'argent. Et pour moi, c'était comme ça la vie. Et quand j'ai lu ça et quand il m'en a parlé aussi, ben, ça a fait un déclic vraiment. Je me suis dit, mais en fait, il y a autre chose que le salariat, etc. Mais comme je ne pouvais pas acheter des maisons n'ayant pas une famille fortunée qui possédait des biens ou qui pouvait m'en acheter à ma place, ben, je me suis dit, en fait, la seule chose à faire, c'est de me trouver un travail salarié. Je dois me faire violence, il n'y a pas d'autre choix. Et ben, j'étais en Italie, j'étais dans un coin, dans les Abruzzes pour situer un petit peu, c'est à 100 km de Rome, c'est dans les montagnes. Et j'étais dans un coin déjà où il n'y avait pas forcément beaucoup de travail, donc moi j'étais freelance, journaliste freelance, donc on ne pouvait pas me prêter pour acheter des maisons. Et en plus l'immobilier là-bas, il n'était pas super, c'est-à-dire que ben, il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes. D'accord. Donc je me suis dit, étant né en Belgique et ayant vécu jusqu'à 12 ans, 14 ans, j'ai fait ma deuxième secondaire en Belgique, je me suis dit, je vais retourner en Belgique. Je vais trouver un travail salarié, un CDI, qui va me permettre d'investir dans des maisons. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Si j'arrête un peu le temps là, tu as eu la révélation, tu étais en Italie Mhm. et tu t'es dit, pour cet objectif-là, je vais repartir en Belgique, quoi. Parce que je savais pertinemment que à l'endroit où je me trouvais, j'aurais pas eu la possibilité de réaliser cet objectif-là. Je Parce que, savais très bien. parce que quand même, si on se plonge, tu vois, un petit peu à ta place, on est dans les montagnes, il fait beau, il y a du soleil, Ouais, il fait beau il fait beau pas moyen. toute l'année. Bon, quand on imagine l'Italie, et puis tu te dis, je vais aller en Belgique pour faire fructifier mes Bon, investissements. C'est quand même pas mal. j'allais pas dans un pays inconnu non plus parce que, comme je disais, je suis né là, enfin, je suis né Hmm. ici en Belgique. J'ai fait jusqu'à ma deuxième secondaire, donc jusqu'à mes 14 ans, donc j'avais quand même mes repères, la mentalité belge, je la connaissais. Et limite, en Italie, j'étais l'étranger, parce que même si je suis d'origine italienne, mais j'ai vécu ma jeunesse, mon adolescence ici en Belgique, donc je me dis,
au pire, je vais pas dans un pays inconnu, je sais à quoi m'attendre. Yes. Et je m'étais informé sur l'immobilier, sur le, le domaine du travail, du salariat, etc. Donc je savais qu'il y avait aussi plus de possibilités d'être engagé qu'à l'endroit où j'étais. Donc je me suis dit, ça va, je n'ai pas trop de risques à retourner en Belgique. Oui, bien sûr, c'est un switch, hein, tu repars d'un pays à l'autre tout seul en plus. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon emploi. Bon, j'ai pas eu mon CDI, j'ai eu des intérims, j'ai eu des CDD. Malgré ça, j'ai pu investir Investir dans quoi exactement? dans une maison. Dans une maison. Ouais, ouais. J'ai fait une location courte durée et je me suis dit, bon, on va essayer. Au pire, le crédit que je paye, il rembourse même le loyer d'un locataire qui loue de manière traditionnelle à l'année. Donc, même si ça ne fonctionne pas en location courte durée, Tu peux je remettre peux en. basculer et gagner même quelques centaines d'euros au pire des cas. Donc, c'est pas que je fais. En fait, je fais comme ça, moi, en fait. Avant de me lancer dans un projet, je calcule toujours le risque maximum que je peux avoir. Et si je me dis que, au final, le risque, euh, le pire risque que je peux avoir, il est faible, bah Tu alors je me vas. lance. Je me dis, j'ai pas trop à perdre dans l'histoire. Ouais, ouais. Et donc, bah voilà, j'ai tenté. Et, euh, et ça a pris dès le début. Donc c'était cool. Et, euh, et quelques années après, j'ai changé parce que j'étais en intérim, j'ai trouvé un CDD. J'ai pu aussi investir. Bon, ça a été difficile hein, parce que quand tu n'as pas un CDI, c'est de plus en plus dur d'ailleurs ces dernières années aussi. Quand tu n'as pas un CDI, ben, tu galères à trouver un financement. Mais j'ai quand même trouvé des parades. J'ai pu démontrer que mes Airbnb, enfin mon Airbnb, le premier, il Tourner. tournait bien. Donc j'ai dit que j'allais être embauché en CDI. Bon, ça c'est pas fait, mais j'ai quand même trouvé un Hmm. système D pour prouver à la banque que ça allait bien aller. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont prêté pour le deuxième bien. Euh, et voilà, j'ai enchaîné jusqu'au troisième bien quand j'ai eu un CDI. Et puis j'ai eu mon CDI, donc la voie royale, sauf que j'avais deux biens qui tournaient en location courte durée. Et qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit, c'est très bien, sauf que les banques maintenant, elles prennent plus en considération les revenus issus de la location courte durée. Je me dis, ah ouais, mais maintenant j'ai mon CDI, j'ai de location courte durée qui tournent, et malgré ça, on ne me prête pas pour un troisième bien. Ils me disent, non, mais il faut faire autre chose. Donc, j'ai j'ai trouvé une autre parade, j'ai mis en location les biens de manière traditionnelle. Ah, pour pouvoir mettre tes maisons en garantie. Non, c'était plutôt pour montrer aux banques que les biens étaient loués et avaient un revenu stable. Parce que pour eux, même si je Oui, leur prouvais que oui, oui. j'avais des revenus Airbnb qui étaient bien supérieurs à des revenus locatifs traditionnels, pour eux, c'était pas, Pas c'était pas suffisant, sécuritaire. c'était Ouais. risqué ouais, pour eux. Ouais, Donc ils ouais, ouais. préféraient que j'ai des revenus moindres, mais pour eux, c'était plus stable. Donc je me suis dit, ben, ça Go. c'est les règles du jeu, il faut jouer avec les règles du jeu, il faut s'adapter, ben, on fait comme ça. Et j'ai eu mon troisième bien, mais toujours à la sueur de mon front. Bon, maintenant, c'est fait. Et ensuite, je voyais l'argent venir. Et je me dis, mais en fait, moi, comme je suis pas de nature dépensière, oui, ça va, je vais 2, 3 fois par an en vacances, mais à part ça, je suis pas quelqu'un qui sort, qui va faire la fête, qui flambe, etc. J'avais de l'argent de côté, issu justement non seulement de mon salaire, mais aussi de mes revenus locatifs. Et je me dis, ben, c'est trop dommage de les laisser là. Quand je voyais année après année combien ça me rapportait, les intérêts notamment sur un compte épargne, je me dis, c'est un peu, C'est dommage. on Ouais. se moque de nous quoi. Et je me dis, mais comment je pourrais faire pour faire ça, pour les faire fructifier? Et là, on est à quelle année là? Là, on est en 2016-2017. Hmm. Et euh, j'ai une idée, en fait. Parce que, oui, ça je l'ai pas dit, mais quand j'étais en Italie, mon meilleur ami de l'école, bah, à chaque fois il venait chez moi après l'école pour jouer à la PlayStation, on jouait à Need for Speed et tous ces jeux-là. Et un jour, il me parle de la bourse. On avait 18 ans, hein, très jeune. Et moi, j'ai rien compris. Il m'en a parlé d'une manière Ouais. vraiment abstraite. Il montrait des graphiques. Je lui dis, écoute, c'est bien, ça a Mais il y a l'air Need bien. for Speed là. Ouais, Ouais. on va continuer. Ouais. Et il me dit, ouais, mais moi, il tradait sur un compte. En plus, il faisait du trading, donc c'était sur du très court terme. C'est pas Oui, ce oui, sur oui. quoi je me suis spécialisé moi, mais bon, ça, on va peut-être y revenir Ouais. après. Et
Moi, j'ai rien compris en fait. Je lui ai dit, bah écoute, moi, c'est bien, c'est intéressant pour toi, mais moi, c'est pas un truc qui me plaît. Et pourquoi ça m'a fait tilt? Parce que j'entendais parler de la bourse et ça m'a fait tilt, voilà, avec mon meilleur ami qui m'en parlait. Et donc, bah, je m'y suis intéressé. En plus, on parlait du Bitcoin de plus en plus. Ça montait à n'en plus finir. Et ben, jour après jour, je me suis mis à regarder les graphiques, à m'intéresser, à lire des livres. J'ai fait des formations aussi là-dessus. J'ai Et regardé qu'est-ce qui plein de fait, vidéos. si on reprend un petit peu la base, qu'est-ce qui fait que ça t'inspire ça? Qu'est-ce qui fait en fait que faire fructifier ton argent ça t'inspire? Qu'est-ce qui fait que tu es intéressé à la bourse ça t'inspire? Parce que tu pourrais très bien aussi te dire, moi justement, tu n'es pas quelqu'un de dépensier, donc on pourrait prendre le prisme d'un X qui n'est pas là aujourd'hui, de se Mhm. dire, de toute façon, moi j'ai assez d'argent, pourquoi est-ce que je devrais aller plus loin? Je m'en fous, j'ai déjà ce qu'il faut. De préparer pas juste ma retraite, mais aussi de- d'assurer mes arrières. Parce qu'en fait, je me disais toujours que même si on a un CDI, oui, c'est très important pour la stabilité de l'emploi, etc. Mais on n'est jamais à l'abri de rien. Surtout quand on entend à gauche, à droite des faillites, des grosses firmes, des grosses entreprises qui mettent la clé sous le paillasson et qui licencient des dizaines de milliers de salariés qui étaient en CDI pendant des décennies, hein. Euh, on a plein d'exemples comme ça. Et je me dis, mais en fait, on est sûr de rien. T'as beau avoir un CDI, oui, c'est le Saint Graal pour beaucoup de personnes, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Et en plus, moi, j'ai toujours eu cette volonté d'être libre, de ne pas devoir rendre des comptes à un patron. Bon, comme je t'ai dit, j'ai quitté l'Italie pour euh, devenir salarié. Tu vas me dire, c'est un peu contradictoire, mais c'était un moyen, un tremplin pour Hmm, pouvoir atteindre mes objectifs. Sinon, sans ça, je sais très bien que j'aurais pas pu atteindre ça. J'ai pas, encore une fois, j'ai pas une famille riche. Bon, j'ai jamais manqué de rien étant petit. ouais, Je vais pas non plus me classe plaindre moyenne quoi. de me dire Hmm, oui, je viens de zéro. Bon, j'ai toujours eu toujours de même la bolognaise dans, dans ouais, le plat. même plus, même j'ai toujours été habillé comme il Euh, fallait, pas en Gucci forcément, ouais, et c'est pas ce ouais. qui m'intéresse. Mais voilà, j'ai jamais manqué de rien. Mais je savais très bien que dans la situation actuelle dans laquelle j'étais, ces conditions-là m'auraient pas permis de pouvoir atteindre mon objectif de liberté financière, quoi. Donc je Hmm. me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et la seule solution, ben, c'était C'est passé par là le quoi. salariat, la case salariat. Ouais. Ok. Euh, et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ce parcours? Le ou les choses, hein, d'ailleurs. J'imagine que sur un parcours de plusieurs années, il y en a eu plusieurs. Donc, c'est quoi les choses, les grosses étapes qui ont été challengeantes plutôt, je vais dire ça comme ça. Ben, on peut même parler d'étapes difficiles parce que ça a été le fait que moi, étant quelqu'un de fort réservé, fort timide et fort proche de mes parents depuis le début, parce que je suis aussi fils unique et j'ai toujours eu un lien très rapproché, très intense avec mes parents. On a toujours fait tout ensemble, même quand j'étais petit, que, qu'ils allaient au resto, ben, je venais toujours avec eux, même que voilà, j'étais tout petit. Ils m'ont jamais mis de côté parce qu'ils devaient faire des choses, etc. Aller en voyage, c'était toujours avec moi aussi. Donc on a grandi comme ça. Enfin, on a grandi. Oui, eux aussi, ils ont grandi parce que Mhm. ils avaient 20 ans quand je suis né, donc on peut dire ça comme ça aussi. Et ça a été vraiment le fait de devoir partir de la maison et de prendre cette grosse décision de partir de l'Italie et de Pour revenir revenir en ici. Belgique. Après quelques mois, mes parents m'ont suivi parce que, autre épisode un peu assez dur, c'est que quand je suis parti, ben, ma maman, elle est tombée en dépression. D'accord. Parce que, encore une fois, on était fort liés ensemble et ben, elle savait que c'était bon pour moi parce que c'était ce que je voulais, mais elle a eu du mal à se faire à l'idée que son fils unique partait et il la laissait. Bon, il y avait aussi mon père, mais je veux dire, et il la laissait comme ça. Donc, Et donc, ils ont suivi, quoi. ouais. Et donc, quelques mois après, via des amis en Belgique, ils ont trouvé un travail et ils sont revenus. Mais c'est vrai, ça a été des moments assez difficiles parce que, bon, elle me faisait rien comprendre au téléphone, mais je savais très bien, et puis je l'ai Hmm. su après, que ben, elle a passé des sales Des moments moments. plus compliqués, quoi. Ouais.
Ok. Donc d'une part, il y avait le fait d'être passé à l'action, de partir de l'Italie, venir en Belgique, pour toi qui étais attaché à la famille, Mhm. et d'une autre part, de voir ta maman qui est passée par une période compliquée, quoi. Ouais. Et quoi d'autre, je veux dire, dans ton parcours? Mais ce qui m'a aussi poussé à partir aussi, c'est que je voyais que dans l'endroit où on était, voilà, c'était assez rural, on va dire, une mentalité encore moyenâgeuse, où tu voyais vraiment la différence entre l'ouvrier, le salarié et le patron. Et donc, comme c'était un endroit où il n'y avait pas assez de travail, mais beaucoup de personnes recherchaient de l'emploi et étaient prêts même à être sous-payés pour avoir un emploi. Et mes parents travaillaient, mais des fois, voilà, les salaires tardaient à arriver. Donc, c'était 1 mois, 2 mois. Et voilà, encore une fois, j'ai pas envie de dire qu'on était dans une très mauvaise situation, parce qu'il y a toujours pire que nous, hein, c'est pas ça. Mais on a vécu aussi des moments assez difficiles niveau, niveau, niveau Financier, quoi. argent, financier, ouais. Et bon, mes parents, encore une fois, ils essayaient de me cacher ça parce qu'ils ne voulaient pas m'impliquer là-dedans. Pour eux, c'était leur affaire à eux et ils ne voulaient pas que j'en pâtisse. Mais bien sûr, vivant sous le même toit, je voyais très bien qu'il y avait des soucis, même si, encore une fois, j'ai jamais manqué de rien. Euh, ils préféraient se priver, eux, pour me donner à moi Hmm. un exemple, hein. Mais je voyais que les choses allaient pas très bien et je me suis dit, en restant ici, c'est pas la bonne solution. Et je savais bien sûr qu'après il m'aurait suivi quand je ne savais pas, mais je savais que il serait venu D'accord. aussi me suivre. Donc, ouais. Et aujourd'hui, j'imagine que tu as d'autres objectifs, mais est-ce qu'on peut dire que les objectifs que tu avais à cette époque-là, ils sont remplis aujourd'hui? Je dirais que la plupart, oui. Donc ben, c'était déjà le fait de pouvoir créer du patrimoine, notamment via l'immobilier maintenant. Et dans un second temps, c'était aussi d'être libre financièrement, de pas devoir. Et quand je parle de liberté financière, je parle pas de Lambo, de Rolex, d'ailleurs que je n'ai pas, Hmm. mais d'avoir la liberté de te dire que voilà, tu gagnes 2 000 € en étant salarié, et ben tu peux gagner aussi 2 000 €, même moins, il n'y a pas de souci, tant que tu es aligné avec ce que tu fais et tu te dis voilà, j'ai besoin que de ça pour vivre, j'ai pas besoin de plus, mais je sais que j'ai pas besoin d'aller travailler tous les matins pour un patron. En fait, c'était hyper dur pour moi quand je suis venu en Belgique d'être salarié parce que j'avais, surtout en lisant tous ces livres de liberté financière, d'investissement, je me disais, ouais, mais je dois me lever tous les jours, en fait, à 6 heures du matin, entendre ce réveil, j'ai pas envie de l'entendre. Et puis les dimanches après-midi, c'était la catastrophe, Ouais, hein, parce que je t'en parle même pas. Et t'as travaillé dans quoi en Belgique? J'ai travaillé j'ai fait un peu de tout, toujours des métiers de bureau, on va dire, dans l'administratif. Pas vraiment toujours des métiers de bureau. Un jour, on m'avait proposé en intérim un travail euh, pour de l'encodage. Donc pour moi, l'encodage, c'est dans un bureau, derrière un ordinateur. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je suis arrivé là, c'était un entrepôt. Je me dis, bon, c'est peut-être. Ouais, Il y a peut-être c'était un l'entrepôt et bureau. le Ouais. bureau juste à côté. Il est peut-être caché, on le voit pas, mais il est là. Et le manager, il me voit arriver, il me dit ah, t'as pas tes chaussures? Je dis ben ouais, elles sont là. Non, non, tes chaussures de travail. Je dis pourquoi? Ben parce qu'il faut travailler dans l'entrepôt. Je dis il doit y avoir un souci là, parce que moi, on m'a pas dit qu'il fallait travailler dans un entrepôt. Moi, c'était de l'encodage. Il dit ouais, ben c'est de l'encodage. T'as une machine, t'as un gun, comme ils appellent ça, et tu encodes et tu Ah, vas ouais. dans tous les rayons. Je dis ouais, non, pour moi l'encodage c'est l'encodage sur un ordinateur. Il me dit ouais, mais l'ordinateur ou ça c'est la même chose. Je dis ouais, mais sauf que c'est pas la même fonction. Ouais, c'est pas pareil. Bon, Ouais. je me suis dit c'est pas grave. Oh, Je fais ma semaine d'intérim et, et t'arrêtes, et quoi. à la fin de la semaine il me dit ah, on se revoit la semaine prochaine. Je dis non, ça va aller. Tu J'ai trouvé déposes autre là, chose, quoi. ça va aller. Ah, Donc ouais, 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 j'ai fait ouais. un petit peu, pas de tout, hein, parce que bon, Non, ce mais quand serait. même. Mais Tu vois, je me suis adapté, on va dire. Euh, je me suis pas dit bon allez je me casse, c'est pas ce que je voulais faire. Je me suis dit bon c'est une expérience, on verra comment ça va, mais ça a été quand même
une des semaines les plus longues de Ouais, ma vie, quoi. ouais, j'ai eu un peu le même cas aussi. J'avais un job d'intérim où il fallait que je mette des capuchons de desktop, tu vois, sur Ok. des pods desktop. J'ai fait ça un jour. Un jour. Un jour. Ouais, non, après, on se revoit. Pareil, on se revoit demain. Oh, on se revoit pas demain. On se revoit pas demain. Mais c'est super inspirant de voir que voilà, tu pars d'Italie, tu viens, tu fais le choix de retourner en Belgique. Même si tu n'en as pas envie, tu passes par des étapes qui sont compliquées. Tu n'as pas envie d'être dans le salariat, mais tu te dis, bon, allez, il faut morceau machique pendant X temps pour, euh, pour atteindre ben voilà, la personne que tu es aujourd'hui, quoi. Mhm. Ouais, et franchement, ça c'est hyper important. C'est un petit tip que je donne comme ça. C'est si, et je parle pas juste du salariat ou quoi, tout dans la vie. S'il y a quelque chose qu'on n'aime pas faire, mais qu'on sait qu'il faut la faire pour un avenir meilleur ou bien pour une après-midi meilleure ou pour un week-end meilleur, eh ben, mieux vaut sacrifier un court moment de cette période-là, tout de suite, maintenant, et se dire, voilà, je le fais maintenant, je prends sur moi, je me fais violence, je le fais, coûte que coûte, parce que je sais que ben, si je travaille aujourd'hui, ben, j'ai 2 jours de week-end et je ne dois plus penser à rien. C'est mieux ça pour moi que de se dire d'être dans le doute et pour toute sa vie. Hmm. On parle de week-end ici, de sacrifier son week-end et de dire voilà, je dois quand même travailler un petit peu tout le week-end. Non, on travaille à 100%, on sacrifie son heure, ses 2 heures, ses 3 heures et ensuite on a tout le week-end de libre. Pareil dans la vie. On sacrifie 2, 3, 4, 5 ans. Je sais, ça peut être beaucoup pour certaines personnes, il y en a qui ne savent pas faire ce sacrifice-là. Et se dire, voilà, j'ai investi, je vois peut-être pas les, les bénéfices, enfin les avantages tout de suite, mais je les verrai dans quelques années. Et beaucoup de personnes, la plupart des gens, n'ont pas ce mindset-là. Et c'est dommage, parce que justement, il faut sacrifier un certain laps de temps maintenant pour pouvoir ben, profiter Yeah, toute sa vie. Alors qu'indirectement, la plupart des gens le font sans même en avoir conscience. Donc ils vont aller Ouais, dans un travail qu'ils n'aiment qu'ils aiment pas pas. pour attendre le week-end pour sortir. Ouais. C'est un peu, en fait, sans en avoir conscience, ce que tu me dis, c'est ils vont mordre sur leur chic sur quelque chose de difficile toute la semaine et ils se disent ah on est enfin vendredi, Ouais. je peux enfin aller en boîte, sortir ou quoi, peu Ouais. importe. Dépenser. Ouais, je peux enfin prendre du temps pour moi. Or que si on décide le moment où ben, on mord sur cette chic, Mhm. non seulement on décide le moment, donc c'est un choix personnel de passer à l'action pour soi, et on passe à l'action pour avoir les résultats qu'on veut après. Mais bon, après, je ne vais pas voilà, trop débattre là-dessus parce que évidemment j'ai une mentalité d'entrepreneur, et donc pour moi ça me semble tout à fait logique ce que tu dis. Effectivement, je suis dans cette mentalité-là, donc je pourrais avoir un débat avec quelqu'un qui ne l'a pas, Ouais. mais moi je vois ça comme ça en tout cas, c'est que de toute façon, tu vas le faire. Tu vas devoir y passer. Parce que même une personne, imaginons une personne qui fait rien, une personne qui pourrait, je vais dire, profiter du système, indirectement, je sais que elle n'est pas heureuse spécialement dans un engrenage comme ça. Et donc, d'une certaine façon, elle mord quand même sur sa chic. Tu Donc vois? autant le faire Dès début. le début, et de mettre en place, Ouais. ça, ouais, je suis Mais clairement d'accord. c'est difficile. Parce que quand tu penses que tu travailles 5 jours, tu vois, je me mets aussi à la place parce que j'étais de l'autre côté aussi. Quand tu travailles 5 jours par semaine et tu sais que tu as 2 petits jours de week-end, et encore de week-end, on dit week-end, mais Ça dépend du boulot. ouais, Même, ouais. tu dois faire tes courses, dois payer tes Hmm. factures, tu dois nettoyer ta maison, parce que tu n'as pas le temps, bien sûr, de le faire en semaine. Donc, on parle du week-end de 2 jours de libre, mais c'est pas vraiment 2 jours de libre, 2 jours pour faire des choses que tu peux pas faire pendant le week-end, pendant la semaine. Et donc, les gens se disent, ben voilà, j'ai 5 jours et ma récompense, c'est mes 2 jours. Donc, je vais pas me mettre à chercher des biens sur ImoWeb pour pouvoir investir. Je vais pas mettre de l'argent de côté alors que je pourrais aller sortir, me faire un petit week-end tranquille et penser à rien d'autre. Parce que j'ai déjà travaillé 5 jours, je ne veux pas travailler en plus. Tu vois. Hmm. Et c'est là, c'est en fait ces 2 jours-là qui vont te permettre de De construire maximiser ton, ton futur. le, Encore une fois, le 80-20. le 80-20. Ouais. Encore une fois, c'est quand on est entrepreneur qu'on pense comme ça. Maintenant, il y a des personnes qui sont aussi bien dans le salariat. Il n'y a pas de. C'est pas parce qu'on est entrepreneur que l'entrepreneuriat c'est la voie royale. Oui, bien sûr, pour faire certaines choses, mais il y a des personnes qui sont très bien avec leur travail stable et, Bien et sûr.
tout à fait OK, tant qu'on est heureux dans ce qu'on fait. En C'est fait, la ça, ouais. finalité de la vie, c'est quoi? C'est d'être heureux. Si tu es heureux de te lever à 4 heures du matin et de travailler jusqu'à à 2 heures de l'après-midi, et ensuite, quand tu reviens, tu vois tes enfants et tout ça, et c'est OK pour toi, ben, tu as gagné la vie. Ouais. Yes, yes. Euh, et qu'est-ce que ça t'a apporté que, en fait, tu t'y attendais pas? Tu vois, un truc en bonus de ce parcours. Je m'y attendais pas. Donc, quand j'ai mis en place des choses, tu veux dire, Ouais, tu as mis et en place des choses, tu as commencé à transformer, et puis ben, maintenant, aujourd'hui, tu considères comme libre financièrement, tu as atteint des objectifs. Bah, forcément, ça t'a apporté, ça t'a apporté de l'argent, ça t'a apporté des objectifs, ça t'a apporté ce que tu voulais. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? en fait, je trouve que le parcours entrepreneurial, il apporte bien plus qu'on le pense. C'est pas juste euh, un parcours professionnel. Oui, il y a ça bien sûr, mais il y a aussi le parcours de vie. Parce que toutes les choses qu'on apprend dans l'entrepreneuriat, C'est-à-dire, c'est quoi on justement? peut C'est quoi les... toutes les choses? Mais je dirais le fait d'être, on parlait de détermination, d'être déterminé, c'est-à-dire tu es déterminé pour tes objectifs professionnels, et ben en fait, tu as le même mindset aussi sur le côté, pour tout ce que tu fais dans ton privé. Donc, c'est pas que tu Ça as la casquette d'entrepreneur et... saoule grandement mes proches, mais effectivement, moi, on s'arrête jamais, mais effectivement, Non, mais c'est bien aussi des fois de lever le pied et de se rendre compte de ce qu'on fait, parce que c'est vrai que quand tu es dans cet engrenage-là, tu peux aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire de travailler, travailler, et jamais t'arrêter et penser de jamais en faire assez, en fait. Et oui, donc tu es clairement. Ouais. là-dedans et tu prends jamais de recul, en fait. Moi, en fait, souvent ce que je fais, c'est que je vais me promener, je fais des petites promenades à pied comme ça, et je dézoome un peu, je me vois un peu comme si je me voyais depuis l'espace, et je me dis, mais où j'en suis maintenant? Qu'est-ce Hmm. que j'ai fait? Et en fait, quand je vois dans mon petit le chemin que j'ai parcouru, je me dis je peux être fier de ce que je fais. C'est des choses que je fais pas quand je suis derrière mon ordinateur, que je suis avec mes élèves, je donne des coachings, ou bien je suis derrière mes graphiques. C'est des choses que ben, au jour le jour tu fais pas parce que tu es, dedans et tu as la tête dans le guidon. Mais c'est bien des fois de juste faire une Prends petite le temps. promenade, qu'il Et, fasse beau ou pas. et donc, si on en revient un peu à, voilà, qu'est-ce que ça t'a appris en plus? Tu m'as dit vraiment le mindset, la détermination, et quoi d'autre? Je dirais l'aversion à l'échec, en fait. En fait, comme on disait juste avant, on nous formate pour éviter l'échec le plus possible. Et bien sûr, on va pas Hmm. essayer. Je suis pas en train de dire qu'il faut chercher l'échec, c'est pas ça. Ouais, Mais j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps en plus, enfin j'ai écouté un livre sur Audible, c'est le journal d'un CEO et il y a tout un chapitre justement où il dit le gars échoue plus vite. ouais, Tu vois, il dit ouais, échoue ouais. plus vite. Si, en gros, le mec il te dit va chercher l'échec, au moins tu sais quel chemin il faut pas prendre. Après, bon, il met en contexte évidemment, l'idée c'est pas de faire all-in à chaque fois, hein. Quand on parle d'échec, il y a échec et échec. Il y a échec, je dois mettre tapis et ma boîte va C'est peut-être pas. mourir. Et il y a échec, je perds un peu d'argent sur un Google Ads, quoi. Il y a différents types d'échecs aussi, on en parlera peut-être une autre fois. Mais je trouve ça intéressant, tu vois, d'aller vers justement ces échecs-là. Ouais, tout à fait, parce que ça te permet aussi de rebondir sur ça et te dire mais qu'est-ce qui a pas fonctionné, et donc à partir du moment où tu le fais le plus tôt possible, ben, ça te permet de pouvoir ajuster le tir pour toute Poser ta des vie. questions. Donc, et c'est pareil dans ce que je fais moi aussi. Moi, j'ai échoué mais quand j'ai commencé, je me suis formé, j'ai suivi des influenceurs, des youtubeurs qui disaient quoi faire, quand vendre, quand acheter. Suis ma méthode miracle et tu Ouais, deviendras riche. investis 1000 euros et tu vas devenir millionnaire à Ah ouais. Dubaï, etc. Ça, on connaît tous maintenant, je pense. Mais, euh, mais ça m'a permis, en fait, tous les échecs que j'ai pu avoir, oui, c'est des échecs quand on les prend singulièrement, mais c'est formateur. Hmm. Le tout, c'est de ne pas retomber dans l'échec, euh, c'est d'apprendre et d'ajuster le tir, comme je disais, et d'aller de l'avant comme ça. Le tout, c'est d'avoir sa vision aussi, de se dire, comme je parlais pour l'immobilier, quelle est la pire chose qui peut m'arriver si j'investis sur ce bien-là? Ça va me coûter, on va dire, 500 euros de crédit.
même si j'arrive pas à le louer en location courte durée, ça peut me rapporter 3 fois le prix. 500 euros, il faut vraiment être nul pour pas rentabiliser le prix à la fin du mois. Mais Ouais, justement, euh, en location classique, tu peux le louer, on va dire ouais. 600, exemple, avec les impôts, Hmm. les taxes et tout ça, les assurances, on va dire tu es à l'équilibre, bah, on va dire c'est pas grave, même si tu arrives à rien gagner sur ce bien-là, mais ça reste un bien Qui sur se... lequel tu capitalises. Oui, qui se rembourse tout seul et Voilà, qui, au bout d'un moment, soit tu le revends, tu fais une plus-value, soit effectivement. voilà. Donc, c'est pour ça, Et- quand tu as vraiment un objectif, bah, tu te dis c'est quoi la pire des choses à faire? La pire des choses qui peut m'arriver plutôt, pardon. Et tu gardes ça en tête, et quoi qu'il arrive, tu gardes ça et tu te dis, mais en fait, il peut m'arriver ça, donc même si je mets ça en place, je sais que je peux y aller parce que j'ai toujours ça qui Yes, me dit que il peut pas, à part un astéroïde qui vient s'écraser sur yes. ma maison, et encore il y a l'assurance pour ça, Et je mais peux, je peux ajouter aussi, tu vas te dire, quand tu lances un objectif, de te poser la question, c'est en quoi c'est une mauvaise idée cet objectif? Non pas de partir négatif, mais ça va vraiment te poser la question de, ben, par exemple, tu voudrais lancer un nouveau projet, tu veux lancer un nouveau produit, tu veux lancer une nouvelle formation, tu veux te dire en quoi c'est une mauvaise formation, en quoi c'est une mauvaise idée. Le fait de répondre à ces questions-là, ça fait un pré-mortem, tu vois, en plus de se dire c'est quoi le pire qui pourrait arriver, ça va compléter le truc et de se dire ok, ben, au moins on sait qu'il y a ça à régler avant même de pouvoir lancer mhm. le projet. Ouais, c'est hyper juste ce que tu dis. Ça me fait penser à un proverbe sicilien que ma maman me dit toujours. Bon, je ne vais pas le dire en sicilien, bien sûr, mais c'est pense au mal et le bien va t'arriver. Ouais, c'est l'idée, ouais. Mais faut nuancer, bien sûr, parce que Mm. si pris comme ça, on va dire, ben, il faut penser au mal pour que le bien nous arrive. Non, mais il faut toujours penser au pire. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Et Ouais, pour ensuite, tu mets tout l'anticiper. en place pour que ça n'arrive pas. Pour l'anticiper, ouais. Et ensuite, ben, c'est le bien C'est un peu qui comme arrive. un combattant, parce que moi je suis dans beaucoup de sports de combat, c'est un peu comme un combattant qui doit avoir bien conscience que monter sur le ring ben, peut se prendre un gros KO et de bien s'entraîner avant pour ne pas que ça arrive. C'est vraiment l'idée, quoi. Mhm. Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui se lance, tu vois, dans ton début de parcours, comme si tu parlais à ton ancien toi qui se lançait? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Je lui dirais que par rapport à tout ce qu'on a dit à l'échec, de ne pas avoir peur de l'échec, de continuer dans sa lancée. Parce que si on a une idée de ce qu'on peut devenir demain et qu'on veut vraiment le devenir, il va y avoir des obstacles, ça c'est sûr. Le- la vie, c'est pas une route toute tracée comme ça, c'est un parcours qui va à gauche, à droite. Des fois, tu rencontres des gros cailloux sur ton chemin, tu rencontres n'importe quoi, des personnes qui vont te tirer vers le bas. Mais si tu sais, tu as une ligne directrice, si tu sais où tu veux aller, en fait, c'est à toi d'ajuster ton parcours en cours de route. S'il Hmm. y a une déviation, tu prends la déviation, tu vas autre part. Si tu as un obstacle, tu essayes de le contourner. Tu ne sais pas le faire de cette manière, tu le fais d'une autre manière. Tu te fais aider par quelqu'un, par tes proches, par Pierre, Paul, Jacques. Tu trouves une solution parce que tu sais que ton objectif, il est plus fort que tout. Donc ça vaut pas la peine de, de- d'abandonner en cours de route si ton objectif, il est là. Donc tu vas devoir tout mettre en place pour pouvoir l'atteindre. Et la vie, c'est ça. C'est de pouvoir atteindre ton objectif. Donc, vis ta vie comme si t'avais vraiment, enfin, comme si ton objectif c'était ton rêve ultime, et ça doit l'être. Et ça va être quelque chose qui va faire partie de ton parcours et qui va être enrichissant euh, au fil des années. Une fois que tu auras atteint ton objectif, en fait, tu vas pas te dire ah oui, j'ai atteint mon objectif, c'est le Saint Graal. Non, tu vas apprécier toutes les étapes Le que tu as chemin pu aussi faire bien que la et destination. qui t'ont rendu une personne meilleure que tu étais au début. Donc pour moi c'est ça, c'est savoir son objectif, ne pas le lâcher et apprécier surtout le parcours parce que l'objectif c'est bien, mais savoir apprécier chaque étape aussi, Hmm. chaque petite victoire qu'on accomplit, se féliciter des fois parce que ça fait du bien et, euh, et voilà. Bah, je te remercie pour ton temps, je te remercie d'être Avec venu plaisir Edouane, et à très bientôt, Adi. à bientôt. Salut.